L'idée m'est venue en 1997, 96-97, lors de l'arrivée des trithérapies. Je me suis aperçue que le retour à la santé était extrêmement difficile, que les thérapeutiques ne suffiraient pas et qu'il fallait surtout garder, maintenir, faire attention à tout ce patrimoine construit par les malades justement, y compris avant de mourir, qu'il fallait faire attention, qu'il y avait là des ressources. Et c'est comme si j'étais un petit peu en situation de témoin ou de passeur d'histoire, de sens, de vie, et que je m'étais dit mais il faut faire quelque chose. Et pourquoi pas, puisque j'étais universitaire, moi aussi dans mon université, faire quelque chose qui soit, tiens, une université des patients, c'est-à-dire un centre, un lieu d'accueil de tous ces savoirs, de toutes ces merveilles de créativité, de la lutte contre le sida, et de servir un peu d'espace mémoriel, engagé. Et je me suis dit, et si on diplômait les malades? C'est-à-dire que si, justement, ces compétences qu'ils ont mis en jeu pendant plusieurs décennies, sans aucun moyen, si on les reconnaissait. Je viens de la lutte contre le sida, je me suis engagée donc dans les années 84-85 et j'ai passé 20 ans comme engagée volontaire dans la lutte contre le sida. Les raisons, c'était une évidence, c'était des gens de mon âge qui mouraient comme des mouches dans des conditions absolument inacceptables. Nous avons inventé des formes d'accompagnement, des formes d'aide, mais pas des aides individuelles. On s'aperçoit que finalement la souffrance de la personne, elle n'est pas individuelle. La souffrance de la personne, elle vient, elle émerge parce qu'il y a un environnement qui fait que c'est absolument inacceptable de vivre dans des conditions qui étaient celles de la gestion de l'épidémie du sida dans les années 85. Une autre raison de mon engagement auprès des malades, c'est d'avoir découvert, grâce à la lutte contre le sida et au cœur de la lutte contre le sida, que les malades faisaient partie de la solution. Ce n'était pas eux le problème. Une autre raison de mon engagement auprès des malades, c'est que ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que quelque part, venant du féminisme moi-même, j'ai toujours été du côté des personnes en situation de vulnérabilité. J'ai ouvert l'université des patients sans demander l'autorisation au corps académique. Je me suis aperçue que dans les textes de loi, il n'y avait rien qui était opposable. En tant que directrice de plusieurs diplômes dans les années 2009-2010, effectivement, j'ai inclus 30% de malades dans les premiers diplômes d'éducation thérapeutique que je dirigeais. Rien ne s'y opposait. Si j'avais déposé un dossier en disant « je veux créer une université des patients », je ne suis pas sûre que mon dossier aurait été accepté. Je pense que les véritables innovations se font sans autorisation. Les objectifs de l'université des patients, le premier, transformer l'expérience en expertise. Et une université, c'est dans sa mission d'aider des publics qui viennent donc s'inscrire dans une université, qui de fait sont des malades et qui ont envie, certains d'entre eux, de transformer leur expérience en expertise au service de la collectivité. Un autre objectif de l'université des patients, c'est donner le droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. À l'heure actuelle, un malade qui n'est pas en situation de travailler, personne ne paye s'il désire bénéficier d'une formation ou de reprendre des études. Un troisième objectif de l'université des patients, c'est de répondre à une demande de légitimation de la part des volontaires, des bénévoles d'associations qui ont évidemment des compétences et qui ont envie de les transformer en diplômes. Donc l'Université des patients propose 4 diplômes. Un DU en éducation thérapeutique, un DU en cancérologie, un DU en démocratie en santé et un master en éducation thérapeutique.
Nous accueillons 25 étudiants par diplôme, ce qui fait que sur une année, l'Université des patients accueille environ 75 malades. Les mots les plus entendus lors de la remise des diplômes, c'est « j'ai découvert que je pouvais à nouveau être utile ». J'ai découvert que je valais quelque chose. J'ai découvert que mon expérience, elle pouvait servir à d'autres. J'ai découvert que j'étais douée, que j'avais appris, que je sais faire des choses, que je m'aime plus, que j'ai plus d'estime de moi et j'ai plus confiance. Pour améliorer le système de santé, on ne peut pas ne pas faire avec les patients. Ce sont eux les usagers du système de santé, c'est eux qui peuvent nous guider dans l'amélioration du système de santé, dans des améliorations extrêmement simples, des améliorations complexes, des améliorations techniques, intellectuelles, scientifiques, académiques. Si je voulais choquer, je dirais que le patient n'est pas un bénéficiaire du soin, c'est un opérateur parmi d'autres de la division du travail médical. Pour moi, se maintenir en vie, c'est développer des activités au service du maintien de soi en vie, et c'est donc un travail. Un travail où, si je me soigne, si un patient se soigne, quand un malade est en train de se soigner, il participe à la continuité du monde, il participe au maintien du vivant. Et ça, il faut arriver à le conceptualiser comme une contribution, comme un travail contributif. En tant que femme, j'ai fait partie des femmes qui ont travaillé à la reconnaissance du travail domestique. Ça a mis plusieurs décennies. Eh bien, ce travail-là, que des malades conduisent tous les jours, en silence, chez eux, en ambulatoire, pour se maintenir en vie et en santé, je pense qu'on peut le considérer comme une contribution humaine de haute qualité. Je pense que par rapport au sujet de la vulnérabilité, il faut toujours reprendre le binôme autonomie-vulnérabilité. C'est-à-dire l'être humain ou l'être qui se croit le plus autonome possible n'est pas autonome, il est autonome et vulnérable. C'est-à-dire qu'en fait on est en permanence dans notre vie de tous les jours entre autonomie et dépendance, autonomie et vulnérabilité. Nous sommes tous traversés par la vulnérabilité. Donc déjà c'est de la partager et de rompre le paradigme où il y aurait les solides autonomes et les vulnérables, forcément d'ailleurs en dessous. Et ces questions-là relèvent, oui, de la démocratie en santé, mais elles relèvent surtout d'une posture, en fait, d'une posture d'attention à une personne en situation de vulnérabilité. Les approches capacitaires que je défends, consiste à dire arrêter de voir le malade comme déficitaire, stopper les approches par le déficit, voyons les approches par les capacités, donc mobilisons les capacités du malade ou du sujet en soins à faire face, comme il le peut, comme il l'entend aussi, à ce qui lui arrive. Donc moi c'est vraiment mon propos, c'est de rester au plus près de l'expérience patient et partir de cette expérience-là pour contribuer ensemble à l'amélioration du soin. À l'heure actuelle, le soin ne pose pas de questions en termes de soins. Ce qui pose question à l'heure actuelle dans le soin, c'est la gouvernance du soin. C'est le fait que des soins sont codifiés, qu'il n'y a plus de place pour l'écoute et que finalement tout le monde souffre. Les soignants, les personnes en soins. Donc on voit bien qu'il y a à repenser la conceptualisation du soin, mais surtout son organisation. C'est-à-dire si on a une organisation administrative du soin, le soin à ce moment-là ne répond plus aux critères cliniques de satisfaction et du soignant et du soigné. Je pense que les problèmes qu'on a dans le soin, c'est les mêmes problèmes qu'on a dans l'enseignement, c'est-à-dire c'est la verticalité, l'organisation verticale
des organisations apprenantes ou soignantes qui fait qu'on a ce problème. C'est-à-dire on décide pour l'autre. L'autre est forcément quelqu'un qui a besoin de moi, qui est vulnérable et qui est faible. Je dois donc penser à sa place. Je crois que ce qui va faire avancer l'organisation des soins, c'est la modification des trajectoires thérapeutiques. Le fait que maintenant, dans les maladies chroniques, on a de plus en plus de phases de stabilisation. Et que donc on risque d'être malade chronique longtemps, mais différemment. On a des maladies où les personnes sont de plus en plus jeunes. Et donc on a aussi une nouvelle génération de malades qui n'a pas forcément envie d'être dans un système paternaliste. Et on a aussi une nouvelle génération de soignants qui n'a pas été formée dans le paternalisme. On a les nouvelles technologies, donc les approches digitales, les savoirs digitaux, qui fait que le malade, il entend un mot, il va sur Internet, il va voir une étude, etc. Donc il va venir discuter lui-même sa situation médicale. Donc on a forcément quelque chose qui bouge dans la relation soignant-soigné, dans la place des malades, dans l'organisation des soins. Et donc il y aura une autre exigence par rapport au milieu de soins qui ne pourra plus s'occuper seulement de la maladie, mais de la qualité de vie, des autres dimensions. Et il y a autre chose aussi qui va advenir, sur lequel je travaille depuis plusieurs années, c'est des rétablissements. Et on découvre que ce n'est pas parce qu'on est déclaré guéri médicalement qu'on est rétabli. Donc il y a plusieurs dimensions dans le rétablissement, la dimension économique, la dimension du couple, la dimension sociale, la dimension existentielle. Une maladie, c'est une expérience tout à fait particulière. C'est tout d'un coup, philosophiquement, repenser son rapport au monde, aux valeurs, au futur, à la vulnérabilité, à la finitude. Et on sait faire du très très bon soin en France, mais peut-être on est moins bon sur l'après-soin, c'est-à-dire l'après-soin intensif. Or, les vulnérabilités, c'est là qu'elles apparaissent. La personne, elle se retrouve encore vulnérable, socialement vulnérable, professionnellement vulnérable, et là on a besoin. On a besoin d'un après-soin. Et là, il y a une médecine qui va aussi, je pense, advenir, qui est la médecine de l'accompagnement, la médecine du rétablissement. Ce que nous apprend la maladie chronique, et notamment les maladies chroniques contemporaines, c'est qu'il faut modifier le système de portabilité du travail. C'est-à-dire qu'en fait, une personne malade chronique, elle aura besoin à certains moments de pause, parce qu'elle a une crise ou une poussée dans certaines maladies, et à d'autres moments, elle peut travailler. Mais simplement, le système, qui est un système fondé sur l'évolution des maladies chroniques d'il y a 50 ans, fait que on va lui proposer un système de protection sociale qu'il faut protéger, qui s'appelle donc allocation adulte handicapé. Oui, mais si elle va mieux, elle veut en sortir. Si elle essaye d'en sortir et qu'elle a une poussée, une crise ou une rechute, elle ne pourra pas y revenir. Il faut faire un travail de plaidoyer sur le revenu thérapeutique universel. C'est-à-dire donner effectivement une protection, une portabilité de protection, que la personne donc pourrait avoir en réserve le temps justement qu'elle puisse s'essayer, que sa maladie bouge dans un sens, se stabilise, ou par exemple il y a des nouvelles thérapeutiques, donc elle puisse avoir cette protection de base et se lancer dans des projets et donc avoir des périodes de travail avec une neutralisation des ressources. Et puis sinon, bien évidemment, dans les entreprises, il va falloir qu'elles puissent partager le coût collectif s'il y en a un, ou il va falloir que les entreprises puissent investir dans la santé de leurs salariés, et donc être capables de gérer, par exemple, des états de vulnérabilité comme celui qui est assez typique, qui est l'état de vulnérabilité après la phase intensive des traitements dans le cancer. Là, il y a une vulnérabilité, donc comment faire attention, comment proposer des aménagements de poste, et comment aussi ne pas oublier la personne.